BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Comment ça va? On est encore là, hein. Il y a eu la guerre, mais voilà, on est là, on est sur le plateau et même on a même des idées sur ce qui va se passer après la guerre. Alors c'est le monde d'après, mais le monde d'après, maintenant on sait que ça va être le monde d'avant autre chose, puisqu'après quelque chose, il y a un nouveau truc. Après le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, et puis il y a à nouveau le Covid, et puis on ne sait pas ce qu'il y aura après. C'est comme ça depuis que l'humanité existe. Et c'est comme ça depuis que l'humanité existe. Donc je vous dévoile, voilà, c'était le scoop de l'émission. Il y a Emmanuel Le Chiffre, et en plus il y a des idées. Alors c'est votre argent, c'est votre week-end. C'est une émission exceptionnelle évidemment, parce qu'on va encore une fois, désolé, mais c'est quand même suffisamment important, se focaliser sur la guerre en Ukraine, mais surtout sur ses conséquences. On va essayer de profiter du fait qu'on a des talents autour de la table pour essayer de se projeter et de se dire, bon, évidemment, on va pas avoir de projection sur le déroulé militaire des opérations, mais essayer de déterminer quel va être l'impact, quelles vont être les conséquences de ce qui se passe actuellement sur l'économie, sur les marchés et sur votre argent. Vous le savez maintenant, c'est une habitude. Pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. S'il l'avait eu comme professeur, il dirait moins de bêtises, Emmanuel Le Chiffre. Elle est professeure d'économie à la Sorbonne. Et en plus, elle est chef économiste de BDO France. Alors, je me suis renseigné. BDO, c'est brillante, didactique et omnisciente. Bien fait de venir. Anne-Sophie, il s'est un peu foulé pour une fois. Bonjour. Pas mal. Pas mal. C'est pas fini, vous allez voir. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous reviendrez, ce sera le même truc, quoi. Non, parce qu'elle est déjà revenue, j'ai changé. C'est vrai, c'est la première fois. C'est la première. Non, elle est déjà venue plusieurs fois. Telle qui avance d'une marche lente ne fait que des pas sûrs. C'est ce que disait, avant qu'on lui coupe la tête, Mirabeau. Alors Mirabeau, E-A-U, à ne pas confondre avec Mirabeau, A-U-D, dont il est gérant en France. Alors lui avance rapidement et à pas sûr, et il a encore la tête sur les épaules. Frédéric Rosier, bonjour. Magnifique. Quel lancement. Alors là, j'apprécie énormément ce lancement. Vous pouvez le garder, je le garde, vous pouvez sortir, vous savez, avec une petite cassette avec. Exactement. Il y a la Queen Christine à la tête de la BCE, et nous avons la Queen Alice à la tête de Trecento AM. C'est une spécialiste de la santé et de la robotique. Elle veut donc nous rendre immortels et bioniques. Alice Labou, bonjour. Bonjour Marc, merci. Je suis en forme. Oui, je vois. C'est votre argent, sans lui n'est pas tout à fait c'est votre argent, mais il est très demandé partout, on n'arrive pas à l'avoir. Comme à chaque émission, j'avais préparé un texte qui tombe à plat, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Il a apporté des notes sur les courses qu'il a à faire ce week-end et sur les recettes des plats qu'il va cuisiner. Celui qui est encore plus compétent et sympathique qu'il n'en a l'air, Emmanuel Le Chiffre. Pas mal, bravo. Bon, alors il a acheté 2 paires, je vous explique, c'est quand même important. C'est important. Non, c'est important. Allez, vas-y. Il a acheté 2 paires de lunettes. Donc il en a une qui était très bien, qui était celle qu'il avait mis à la dernière émission, et puis celle-là qui sont totalement affreuses et qu'il va jeter après l'émission. C'est dommage parce qu'il y a 90% des gens qui disent au contraire. Allez, on attaque directement sur... Grosse question quand même pour vous, les économistes, mais aussi pour les gérants. On sait que les gérants, ils n'ont pas d'idée sur la macroéconomie, mais on va quand même leur poser la question. Tout simplement, quel scénario pour l'économie mondiale? Tu comprendras plus tard. On n'a pas envie d'attendre plus tard pour comprendre. On veut tout comprendre maintenant, et ça va être possible grâce à nos Jedi de l'économie et de la finance. Alors moi, qui n'y comprends rien, je vois 3 scénarios. Une inflation qui se stabilise mais à un niveau plus élevé, ou une croissance économique mondiale qui chute à cause de la Chine, de la Russie et de l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat et donc sur la croissance, ou les deux, mon capitaine. Pour vous, on est sur quel scénario, Anne-Sophie? Donc plus le scénario 1 pour l'instant, même si bien sûr tout peut évoluer. Là, vraiment, les craintes, c'est vraiment sur l'inflation. Alors ce qui est très difficile pour les prévisions et avoir une perspective, c'est un peu la dichotomie de la situation. C'est-à-dire qu'actuellement, en France, en Europe, les chiffres macroéconomiques sont bons. On a 2 ans de quoi qu'il en coûte, donc on a des indicateurs, heureusement, vu le coût, qui sont plutôt positifs en termes de chômage, en termes de même de pouvoir d'achat. L'année dernière, on a eu encore une augmentation en termes de consommation, en termes d'investissement. Donc on a plutôt des indicateurs qui sont assez solides. Un premier trimestre qu'on attend bon, une croissance qu'on attendait encore à plus de 4% cette année. Et c'est vrai qu'on a cette crise qui génère de l'inflation énergétique, c'est important de le dire. Donc on n'est pas encore sur une boucle au niveau des salaires, c'est vraiment toujours énergétique, qui s'ajoute à ce que l'on avait avant
avec la reprise de la demande mondiale. Donc c'est vraiment ça le risque à court terme. Dans les scénarios, on va avoir donc une inflation autour donc de 4% cette année qui va durer. Donc là, on est vraiment sur du structurel long. On pense que ça va baisser l'année prochaine et stabiliser autour de 2%. Mais bien sûr, tout dépendra de la situation, des décisions prises au niveau du mixte énergétique et aussi plus globalement, et c'est ça le risque, mais qu'on verra plutôt au deuxième trimestre. Là, c'est encore plus tôt. Le problème, c'est la boucle. C'est de se dire, jusqu'à présent, il y avait de l'inflation encore l'année dernière. Mais il n'y avait pas vraiment de conséquences sur la consommation parce que les ménages avaient acquis de l'épargne et donc même si on avait des hausses des prix, ils continuaient de consommer. Là, avec des politiques budgétaires monétaires qui vont être moins accommodantes et l'inflation qui reste plus structurelle, les ménages peuvent se dire, comme pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt les entreprises qui sont plus impactées, on investit moins, on consomme pas et c'est là où on aurait vraiment l'effet négatif sur la croissance, un effet boule de neige. Mais là, vous parlez principalement de l'Europe et on va parler tout à l'heure de ce qui me semble, mais peut-être que je me trompe, ce qui me semble être un découplage. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'autant avec la crise du Covid, on était tous après dans des situations similaires, on a pris des mesures similaires à des moments différents, mais il semble que là, on est dans des situations et qu'on ne soit pas tous affectés de la même façon. Emmanuel Le Chypre, c'est quoi votre scénario ? Alors, je pense qu'à court terme, on est sur un scénario qu'on pourrait qualifier de -1, +1, quoi, grosso modo. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on attendait il y a quelques mois, c'est 1% de croissance en moins sur l'année et peut-être 1,5% de croissance en plus. Après, là, vous parlez de l'Europe, vous parlez de... Oui, globalement, vous pouvez faire... non. Oui, non, plutôt l'OCDE on va en parler en général. parce que les États-Unis, non. Si vous prenez l'OCDE en général, vous êtes plutôt rajouter... enlever 1,5 point de croissance et puis aller jusqu'à 2 points d'inflation. Mais ça, c'est sur l'année. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à toutes les tendances qui se dessinaient et qui étaient à l'œuvre, les tendances profondes de l'économie mondiale, comment ça les infléchit ou pas. Donc on avait déjà vu que la crise sanitaire accélérait plutôt des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Moi je suis d'accord sur le scénario que je vous avais déjà déroulé ici, vous savez, sur l'idée qu'on est en train de passer sur une base de coûts de production de l'économie mondiale plus élevée que celle qu'on a eue pendant 30 ans. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui participe à ça. Donc l'idée qu'on est en train de se déplacer vers une base de coûts plus élevée parce que je reviens pas sur la démographie, parce que effectivement on a quand même un processus de relocalisation et une volonté d'aller chercher des chaînes d'approvisionnement plus robustes, ce qui veut dire par exemple avoir plus de fournisseurs, ce qui veut dire faire plus de stocks, donc payer plus cher, donc payer plus cher d'une façon ou d'une autre. Donc on va vers pour être plus indépendant et pour être plus vert, on va devoir payer plus cher. Absolument. Et ça c'était ce qu'on voyait déjà, mais ça va arriver plus vite. Et puis la transition énergétique, je pense qu'il faut pas se tromper, c'est-à-dire que là à court terme, il y a des perturbations qui font qu'on relance des centrales à charbon parce qu'il faut bien parer à l'urgence. Mais la réalité, c'est qu'on voit bien que des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui sont ultra dépendants du gaz russe, vont profondément modifier leur mix énergétique. Donc ça va accélérer finalement le monde d'après Covid et le monde d'après guerre. Finalement, c'est pas un monde tellement différent de celui qu'on anticipait avant tout ça, mais c'est un monde qui arrive beaucoup plus vite. Ah non, parce qu'on disait quand même, rappelez-vous, les banques centrales nous expliquaient inflation temporaire. Là, vous êtes en train de nous dire inflation. Moi, je pense pas. Durable. Non, parce que comme le disait très bien Anne-Sophie, il n'y a pas de salaire. Je veux dire, et par rapport. Alors attention, vous parlez. Il n'y a pas de salaire en Europe. Vous parlez en Europe. Oui, c'est vrai. La situation, c'est pour ça que je parle de découplage, c'est très important. Alice, allez-y. Oui, je veux bien abonder dans votre sens, Marc. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que vraiment, il y a l'Europe et puis il y a les États-Unis. Et les États-Unis sont dans une situation très différente. Très différente. Pour le coup, il y a une inflation sur les salaires parce qu'ils sont en situation de plein emploi. On n'est pas dans cette situation-là chez nous. Deuxièmement, ils sont très indépendants énergétiquement, donc l'impact inflationniste, on va dire, est quand même, je crois, moins fort. Et du coup, ça va pas forcément se passer de la même manière de chaque côté de l'Atlantique. Et on l'a vu dans le discours du patron de la Banque centrale américaine, qui a quand même lancé un nouveau cycle de haut intérêt, et lui dit l'inflation est extrêmement forte, beaucoup trop forte, et la hausse des salaires, est un vrai sujet. Là, juste, et vous avez raison, c'est que la vraie inquiétude, et on l'a toujours dit, un des risques majeurs pour l'économie mondiale, c'est une erreur de politique monétaire. Et là, aux États-Unis, c'est quand même extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que la Fed est... Mais c'est pas une erreur, on peut rien faire. Ils sont en retard, ils sont obligés de rattraper. Non, attendez, quand on a vu tout ce qui a été mis dans la machine en matière de relance budgétaire aux États-Unis, c'était manifestement excessif. Donc, et le
problème, c'est qu'à l'époque, la Fed a toujours tenu le discours de l'inflation est temporaire, etc. C'est ça. Ils auraient quand même dû être plus à la... Ils ont fait une erreur à l'époque. C'est ça. Et aujourd'hui, juste pour réagir par rapport à ça, la grande difficulté, c'est depuis la crise de 2008, en fait, on a injecté des liquidités, des liquidités, on n'avait plus d'inflation, voire des risques de déflation. Donc en fait, on a redécouvert l'inflation avec cette crise, alors qu'avant, on avait toujours des politiques monétaires accommodantes qui devaient être normalement temporaires et il n'y avait pas d'impact. Donc c'est aussi pour relativiser la situation, avec toujours la peur de casser la reprise, qui est toujours quand même très présente. Oui, sur la Fed, c'est étonnant d'avoir autant de data et d'être aussi mauvais en termes d'analyse. Parce que bien sûr, ils sont en retard sur la courbe. Taylor le rappelait d'ailleurs, c'est qu'honnêtement, sur les taux, on devrait être plutôt à 3 ou 4% aujourd'hui sur les taux d'intérêt. Donc il y a un vrai retard. Après, sur la tension qu'on a sur l'emploi aux États-Unis, on a une hausse de 5,8, je crois, en glissement aux États-Unis. Ils sont en situation même pas de plein emploi, c'est au-delà, puisqu'il y a 11 millions, je crois, de postes à pourvoir, et il y a une offre pour un demandeur d'emploi. Donc et il y a 4,5 millions de personnes qui ne sont toujours pas revenues. Et qui vont avoir du mal à revenir, parce qu'on est encore très loin. Si on paye encore plus cher. Oui, il faudra qu'on paye beaucoup plus cher. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'effet des marchés. Et on a observé que sur certains ménages américains, il y a eu un enrichissement grâce au marché, grâce aux cryptos et autres. Et grâce à l'immobilier. Et donc, des gens sont sortis du marché du travail. Exactement. Donc, il y a un problème de compétences, il y a un problème de qualification générale. Et donc, on va avoir une tension salariale qui va, à mon avis, continuer. D'autant plus que l'énergie, on est dans un méga cycle sur les matières premières et le pétrole, entre autres. Et donc, je ne vois pas du tout un cycle qui s'inverse, et donc on aura toujours une tension Pourquoi vous dites qu'on est dans un méga cycle? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est dans un... Alors sur le pétrole, c'est juste que ça fait 7 ans qu'on n'a rien investi. Ça fait 7 ans que, déjà, vous vous souvenez, les discussions qu'on a eues il n'y a pas si longtemps sur les banques, on tapait sur les banques parce qu'elles finançaient les programmes d'investissement à la fois dans le pétrole traditionnel, mais également dans le RIC, dans le gaz de schiste. Et donc, on est en sous-investissement. Et quand on sait à peu près la date de maturité d'un gisement pétrolier, on s'aperçoit que très rapidement, on va avoir non plus finalement ce problème de surplus d'offres, mais là, ça va être vraiment un problème d'offres et de quantité d'offres. Donc, je pense qu'on va effectivement être structurellement sur du pétrole qui va être relativement cher dans les années à venir. Anne-Sophie, pour vous aussi, j'ai 2 questions. Est-ce qu'on est dans ce super cycle, un nouveau cycle? Et est-ce qu'on est aussi l'idée du découplage? Et on parle juste des États-Unis et de l'Europe, mais la Chine aussi est dans un cycle de croissance qui n'a absolument rien à voir avec le reste du monde. Alors oui, on est vraiment dans ce cycle, même si, en effet, ces investissements moindres, il y a quand même l'idée de la transition et d'aller quand même globalement... Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est sûr que les anticipations, forcément... Sauf que dans les investissements, il n'y a pas de transition, justement. Non, mais... Il y a quand même une volonté de décarboner, donc quand même dans les anticipations à 10-20 ans, vous vous dites, bon, c'est peut-être pas forcément là où je dois mettre mes investissements, notamment l'Europe qui est quand même très première et qui a fait beaucoup d'annonces dans ce sens-là. Donc là, on dirait qu'on mérite un petit peu, on sait, enfin on récolte ce qu'on a sommé précédemment, et c'est plutôt aussi positif parce qu'il faut aussi aller avec cette décarbonisation, c'est aussi une opportunité d'innovation industrielle, donc il faut continuer. Et en général, quand on fait des règles comme ça aussi, ça augmente aussi l'innovation dans le secteur privé. Ça va nous coûter une fortune. Ça va coûter une fortune. Et ça, en effet, on le minore. On le minore beaucoup, ça va coûter une fortune. Et ce que vous disiez, il y aura vraiment un renchérissement de moyen long terme des intrants et des biens manufacturiers à moyen long terme pour cette transition. Donc ça, il faut être vraiment clair là-dessus, plus une augmentation du protectionnisme. Donc ça, c'est vraiment très clair. Après, par rapport au découplage, tout à fait, on a vraiment l'Europe, les États-Unis et la Chine de l'autre côté. Donc les États-Unis, en effet, qui n'ont pas du tout cette situation-là, qui ont vraiment ce problème d'inflation, vraiment des salaires et de marché du travail. Donc, et le discours du patron de la Fed est juste incroyable, parce qu'il décrit une situation mais de surchauffe, mais absolue. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours l'idée de se dire c'est une économie qui a beaucoup plus de variations, donc forte chute, on remonte, mais c'est bien quand c'est conjoncturel. Là, c'est vrai qu'on voit qu'on est dans du conjoncturel long, donc il y a cette volonté de remonter les taux, mais là aussi, on ne peut pas le faire très, très, très rapidement pour pas casser. Donc là, c'est vrai que pour eux, l'équation est vraiment difficile. Et puis, il y a surtout la Chine. C'est vrai que derrière, on parle beaucoup des investissements, de comment les blocs réagissent, mais c'est quand même fantastique dans cette crise. On le voit moins bien. On se dit, c'est fantastique. On est de plus en plus vers plus d'indépendance des blocs. Alors maintenant, c'est énergétique, politique industrielle. Militaire. Mais je rappelle quand même qu'il y avait une idée. C'est pas pour ça que je suis toujours pour le libre-échange, mais l'idée quand même depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était quoi? Avoir des relations économiques pour éviter de se faire la guerre et d'avoir des conflits et des chocs exogènes. On va de plus en plus vers l'intégration des
des blocs et on est obligé parce que tout le monde le fait, mais il faut voir aussi les conséquences que ça a eu. On voit toujours en disant attention, la Chine, il n'y a pas de problème, ralentissement de la croissance, mais de toute façon, ils ont besoin du marché européen et du marché américain. Faux, nous on a regardé depuis qu'il y a le fameux RCEP. J'aime ce faux. Là. Faux, vous aimez le fameux partenariat transatlantique, donc ils ont fait avec tous les pays d'Asie. Et qu'est-ce qu'on voit quand vous regardez la structuration des exportations de la Chine avec l'Europe et que vous le comparez avec les exportations de la Chine avec le Japon, la Corée du Sud et tous les pays de la zone, c'est le même profil. Donc ça, il faut avoir ça en conscience. L'idée, c'est que chaque bloc va être totalement autonome et si demain il y a un conflit, eh bien la Chine peut dire au revoir l'Europe, j'ai une zone qui m'attend où il y a beaucoup plus de croissance. Donc il faut juste avoir conscience de ça, surtout pour le moyen long terme, notamment pour les investissements. En effet, vous êtes bien placé et pas juste se dire voilà, en effet, politique monétaire, budgétaire à court terme, mais qu'est-ce que ça veut dire sur les blocs et sur les stratégies économiques qui sont développées derrière. Super rassurant, Anne-Sophie. Emmanuel. C'est quoi la question? Non, la question, c'est comment vous réagissez par rapport à cette idée de découplage et le fait qu'aujourd'hui, contrairement... Sur les matières premières, moi je dis qu'il y a un problème, c'est que, si vous voulez, les usages, ils sont fondamentalement très lents à s'ajuster. Or, les investissements, pas du tout. C'est-à-dire que quand vous dites à un investisseur, il y a 10 ans, mon petit père, le pétrole, c'est fini. Vous croyez que le gars, il va aller investir dans le pétrole? Non, il arrête. Donc c'est des déplacements massifs d'investissement. Alors que les usages sont encore très très lents à s'ajuster. On va encore avoir besoin de pétrole pendant très longtemps. Je vous rappelle qu'il n'y a que 1% du parc automobile français qui est électrique. Et encore plus intéressant, regardez ce qui se passe en Norvège, soi-disant le pays le plus électrifié du monde, avec le parc automobile le plus électrique du monde. La consommation de pétrole en Norvège, elle diminue pas tellement. Donc ça veut dire que cette idée qu'on va se passer du pétrole pour aller vers d'autres sources d'énergie, ça va être très compliqué. Donc c'est vrai qu'il va y avoir une période très difficile à vivre. De transition, mais qui va être lourde. L'énergie va absorber une part croissante de nos budgets, c'est clair. Allez, on parle de la France. Oui, et nous dans tout ça, alors comment on va être affecté? Alors pour l'instant... Alice, vous vouliez rajouter un truc? Avec plaisir. Non, allez-y. Sur la France, je voulais rien rajouter, mais sur la France, on risque d'être légèrement affecté par tout ce qui se passe en ce moment, et particulièrement là avec, je crois, les sanctions qu'on met en place contre la Russie et qui, je crois, en fait, ont été faites de manière peut-être un petit peu hâtive, et du coup, on se retrouve... Vous pensez qu'il y aura un effet boomerang? Je pense qu'on aurait dû quand même mener une réflexion un peu plus pointue, parce que je crois qu'on dépend quand même en partie, et je suis pas la seule à le croire, notamment sur les questions de gaz, de la Russie, et donc ça a un impact. Donc dans vos anticipations, vous voyez un ralentissement économique assez marqué dans vos anticipations par rapport à votre gestion. Vous vous dites tiens là je dois faire attention. Après moi j'avoue que j'investis très peu en France, hein, donc c'est parce que malheureusement, il n'y a quasiment pas de sociétés cotées de taille suffisante qui sont dans la robotique, dans l'intelligence artificielle. C'est déprimant ce que vous dites. Franchement, on a une société en France. C'est qui? C'est Dassault Systèmes. Ok. Super. Voilà. Après la guerre, rien en France. Anne-Sophie, vous voulez nous abattre Voilà, je vais vous abattre. J'ai essayé quand même. Non. La France. La France va être impactée. Alors, nous, on l'estime à 0,5 plutôt point de PIB, en moins. Même pas mal. Même pas mal. C'est sûr qu'on est sur encore une année de reprise, hein, et donc du coup 5 quoi qu'il en coûte. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, les indicateurs sont assez bons. Le risque, c'est vraiment plutôt au deuxième, au troisième trimestre. Hein. Pour l'instant, on ne le voit pas. C'est vrai qu'on a des bons sous-jacents qui continuent. Et c'est surtout sur l'investissement des entreprises. On a eu beaucoup de plans de relance l'année dernière, on va continuer cette année, mais on voit que les anticipations, ce dont on parlait, vont être assez mauvaises. Mais après, et c'est sur le plan de résilience, après on a le plan de résistance, après on a le plan de résistance, après on a le dessert. Après... Mais donc pour l'instant, à court terme, c'est plutôt en effet les entreprises qui pourraient être affectées davantage que les ménages. Hein, on l'a dit, encore pouvoir d'achat et qui n'ont pas encore vraiment d'impact sur leur consommation. Donc c'est vraiment au niveau des entreprises et de certains secteurs. Donc là, en effet, on a un plan de résilience pour pouvoir donc personne ne comprend exactement ce que ça veut dire. Limiter l'impact de ces chocs exogènes. Mais on devrait normalement être à encore 3,5, 3,7% de croissance cette année, avec un ralentissement graduel l'année prochaine. Donc c'est vraiment un choc qui est certes qui est existant, mais qui reste vraiment assez énergétique et cantonné. Pour l'instant. Vous n'êtes pas inquiet pour la France ? Emmanuel? À court terme, pas trop, parce qu'effectivement, on s'est mis à comparer avec 1973, etc. Alors qu'en fait, c'est pas. Enfin, d'abord, on n'est pas dans des chocs de même ampleur, parce que rappelez-vous, à l'époque, les prix ils avaient quadruplé, même s'ils étaient bas. C'est ça. Le gaz. Quand on parle de choc, oui, mais le gaz, c'est moins que le pétrole. Oui. Donc voilà. Et puis surtout, on est quand même beaucoup moins dépendant
vis-à-vis des hydrocarbures qu'on l'était il y a 40 ans. Pour faire 1 euro de PIB, il vous faut moitié moins de pétrole aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, et d'ailleurs, en 75, on avait eu une récession et on l'aura pas. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt au deuxième choc pétrolier, d'ailleurs. Bah non, pas maintenant. Pour l'instant. Ça ressemble plutôt au deuxième choc pétrolier, d'ailleurs, parce que quand vous regardez cette espèce de mythe de la crise pétrolière, mais en fait, les ménages, comme à l'époque, on avait des boucles prix-salaire, quand vous regardez le pouvoir d'achat dans les années 70, c'est 3% par an, choc pétrolier ou pas. C'est les entreprises qu'on payait à l'époque, ce qui a détruit notre industrie, d'ailleurs, après, pour les années 80, etc. Et donc, par contre, ça ressemble plutôt au deuxième choc pétrolier, où là, on avait eu Raymond Barre qui était passé par là, hop, c'était fini la fête sur les salaires, la rigueur de la gauche, etc. Et vous aviez du pétrole qui était passé de 10 à 40 $ le baril. Donc, on est plutôt dans cette configuration-là. Mais ça, il faudra voir combien de temps ça dure. Mais non, ce qui compte, c'est que le choc soit pas trop supporté par les entreprises et qu'on refasse pas la même erreur qu'à l'époque. C'est-à-dire que là, on est en train de dire, attendez, c'est simple quand même, c'est un jeu à somme nulle. Si c'est pas les particuliers, si c'est pas les entreprises, c'est l'État. Et l'État n'a pas de ressources magiques. C'est derrière, ça sera les particuliers, les entreprises. Frédéric, je peux spoiler mon mot magique? Bah vous devrez en trouver un autre. Hein. Ah, alors... il faut pas spoiler. Je vais spoiler. Honnêtement, je pense qu'en Europe, je pense qu'il y a un risque de stagflation. Je pense qu'il faut le dire. Alors, la France est particulière quand même. Je sais que de toute façon, c'est récession plus inflation. Ouais, les économistes sont pas du tout sur ce point de vue. En France, une particularité, vous savez, très difficile de mettre la France en récession à cause des dépenses publiques et autres. Mais je pense qu'en Europe et certains pays, à mon avis, vont être effectivement dans cette configuration de stagflation. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, il va y avoir des effets de base, mais on va avoir, à mon avis, et nous, c'est le discours qu'on entend des chefs d'entreprise aujourd'hui. Il y a des gels, par exemple, j'ai eu le cas encore récemment de chefs d'entreprise qui avaient des plans d'embauche massifs, qui dit on gèle tout, on a un manque absolu de visibilité. Et donc je pense que ça va porter sur la croissance. Et je pense que l'investissement va encore s'accélérer, va souffrir, et on risque d'avoir effectivement un retournement économique. Donc en Europe, bien sûr, aux États-Unis, en Chine, on n'est pas du tout dans cette configuration, mais je pense qu'en Europe, sur certains pays, on risque d'avoir un risque de stagflation. Donc ce qu'on est en train de dire, ce qui est assez sympa, donc vous nous dites, on va en récession. Non, oui. Anne-Sophie, elle dit, à partir du moment où on est indépendant économiquement, en fait, on va se faire la guerre. Et Alice nous dit, globalement, il n'y a pas de société innovante en France. Et heureusement, il y a Emmanuel qui nous remonte le moral. Vous vouliez dire quelque chose, Alice? Oui, enfin, je voulais dire sur les plans d'investissement des entreprises, alors peut-être en France, mais c'est vrai que par exemple, nous, on voit voilà, les sociétés dans la robotique qui bénéficient en ce moment d'investissements qui sont colossaux et qui, je crois d'ailleurs, vont venir baisser peut-être le prix de la relocalisation de la production dans certains pays. Vous n'êtes pas d'accord, vous, avec Non, enfin, c'est vrai que moi, je ne sais pas du tout sur Il y a un risque, hein. Je n'ai pas dit que c'était... ce scénario. Juste déjà parce qu'on a toujours ce fameux quoi qu'il en coûte et cette politique monétaire toujours très accommodante. On en a assez parlé sur ces plateaux voilà, où les liquidités abondent. Donc de là à être en récession, il y a quand même ce coussin pour l'instant qui nous protège. Et puis il y a quand même, après la crise, c'est-à-dire qu'avant la crise, la situation européenne était quand même plutôt favorable, même en France. Donc on avait des fondamentaux qui étaient plutôt assez positifs. Et donc là, on voit que même quand on va sortir, on a plutôt, avec les plans qui ont été quand même globalement efficaces, des sous-jacents en termes d'investissement de consommation qui sont pour l'instant robustes, même si, bien sûr, avec moins de visibilité, il peut y avoir des anticipations à la baisse. Mais de là à ce qu'on arrive à une récession, pour l'instant, en tout cas, ça me paraît être un scénario... Même pas en Allemagne, parce que l'Allemagne est quand même très touchée, c'est un partenaire important. En effet, ils ont quand même d'autres sous-jacents, finances publiques, marché de l'emploi, puissance industrielle, qui fait qu'ils peuvent quand même aussi contrebalancer. Alors, ils ont vraiment le problème de l'inflation qui est vraiment sous-jacent et puis pas assez de consommation aussi pour reprendre. Donc là aussi, ça peut être un problème, mais à mon sens, ce sera vraiment sur les questions énergie-inflation et peut-être en effet des interventions de la Banque Centrale Européenne pour juguler ça. On l'a vu, donc jeudi dernier, déjà un message quand même qui va vers progressivement moins de politique accommodante. Mais de là à parler de récession, à mon sens, pour l'instant, c'est quand même excessif. Emmanuel, Anne-Sophie, en deuxième partie de l'émission, je voudrais quand même, avant de parler de marché, que vous nous disiez un mot du programme économique du non-candidat pour cette non-campagne présidentielle. On va essayer de voir aussi quel impact sur les marchés, quel impact sur votre argent, qu'est-ce qu'il faut faire en temps d'inflation pour son épargne. Et bien sûr, vous aurez le top 3 et les conseils de nos gérants.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve après une première partie qui était passionnante. On a annoncé globalement que des très mauvaises nouvelles. On va se retrouver en deuxième partie de l'émission et heureusement Emmanuel reste positif. Alice, elle est dégoûtée. Elle préfère investir aux États-Unis. Il se passe plus rien en France. Frédéric, lui, il voit la stagflation et Anne-Sophie nous dit écoutez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On va juste se faire la guerre. J'ai juste une petite question avant qu'on parle des marchés. Emmanuel, vous avez vu le programme du candidat Macron, qu'est-ce que vous en pensez rapidement ? Je pense qu'il est toujours, en gros, c'est 70% du Macron 2017 et puis 30% un nouveau Macron. Le 70% Macron 2017, c'est toujours sa ligne directrice qui est de dire la France, elle est plombée par des particularismes fiscaux, réglementaires, etc. Et je gomme ces particularismes, parce que c'est pas pour rien que la France a eu les pires performances depuis 40 ans en matière d'industrialisation, de revenus par habitant, de dégradation du salaire. Et ça, dans son programme, il y a ça ? Donc, il y avait déjà ça, et là, il continue. C'est-à-dire qu'en gros, sur la fiscalité, il continue à baisser la fiscalité, il continue à assouplir encore le marché du travail, etc., etc. Et puis, les 30% de Macron nouveau, c'est le Macron qui a été changé par la crise. C'est-à-dire que le Macron... youpi, youpla boum, la mondialisation c'est merveilleux de 2017, il en est revenu puisqu'il nous parle quand même de souveraineté alimentaire, de souveraineté européenne, énergétique, oui, européenne. Enfin, ça a changé. La santé, il n'y avait rien dans le programme de 2017, c'est devenu une priorité. Moi la question c'est, est-ce que compte tenu de son bilan, ces propositions sont crédibles ou pas? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut penser que compte tenu de ce qu'il a déjà fait, il va faire ce qu'il promet? Je suppose que vous avez la réponse à votre question. Moi j'ai la réponse, c'est que non. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport aux gros enjeux, c'est-à-dire que pour moi la réforme qu'il s'engage à faire, qui est qui est la mère de toutes les réformes, c'est la réforme de l'État qu'il n'a pas fait. Et en fait, si je vous demande, je vais vous demander, c'est quoi la plus grande réforme d'Emmanuel Macron pour vous? La plus glorieuse, celle qui est l'assouplissement du marché du travail. Oui, mais ça c'était le début. Il l'avait déjà fait. Non, c'était. Non, mais j'ai que ça en fait, j'ai rien d'autre. D'accord. Alors, Anne-Sophie. Oui, mais c'est pas des grandes réformes au sens où il n'y a pas de combats sociaux, machin et tout. Et avec les gens dans les rues où il impose. Il y en a pas, justement. Donc, non, mais c'est pour dire que la réforme de l'État, qui est quand même une réforme qui va susciter des résistances très fortes. Rien ne nous prouve aujourd'hui qu'il va être capable de la mener à bien. Or, c'est là-dessus qu'il compte pour faire des économies et financer le reste de son programme. Donc, s'il n'arrive pas à faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'argent sera peut-être pas gratuit tout le temps. Est-ce qu'on continue à s'endetter? Parce qu'il a quand même fait beaucoup de chèques pendant son quinquennat. Et il continue à en faire. Et on continue à en faire. Donc, à quelques jours des élections, c'est quand même un truc dingue. Voilà, c'est-à-dire que là, si vous avez quelque chose à demander, c'est le moment. C'est le moment. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est est-ce qu'on va sortir finalement du dirigisme étatiste surfiscalisé, je sais pas. Anne-Sophie. Moi, je crois qu'il y a aussi une vision, comme vous l'avez dit, indépendance et au niveau européen, qu'il a vraiment envie d'avoir ce rôle au niveau européen d'impulsion de il a envie d'être président de l'Europe, pas du tout d'être président de la France. Le reste n'intéresse pas du tout. Donc là, en effet, je pense qu'il y a vraiment cette volonté. Et donc là, c'est vrai qu'en 2023, ce sera moins, en effet, l'époque, je pense, des chèques et des plans. Donc il faut aussi montrer qu'on a quelques réformes comme ça fondamentales. Et donc la réforme des retraites, départ à 65 ans, ça, je pense que ça va être quelque chose qui va essayer de suivre et de tenir. Parce que c'est vrai que les partenaires, on ne veut pas des chiffres forcément importants de baisse des déficits, mais en tout cas une trajectoire qui soit possible. Donc ça, on voit qu'il fait vraiment beaucoup de choses là-dessus. Moi, je suis aussi assez étonnée qu'il n'y ait pas eu plus de choses sur ce que l'on a dit avec l'inflation, l'impact vraiment concret sur le pouvoir d'achat et de la transition écologique sur les entreprises. Alors, il en avait parlé un petit peu avant avec son plan justement industriel à moyen long terme, mais c'est vrai que là, on voit qu'on est vraiment plutôt sur... on essaie d'avoir une tenue robuste pour peut-être aussi rassurer les partenaires européens et d'avoir un couple franco-allemand qui fonctionne bien. Allez, on va parler des marchés. Alors, le CAC, on est à peu près à moins 8% de baisse, le S&P moins 8%, le Nasdaq moins 13%, l'Eurostoxx moins 10%, le Nikkei depuis le début de l'année. Le Nikkei est très bon, ici. Moins 7% le Nikkei, Shanghai moins 11%, le MSCI, donc qui est l'indice un peu de toutes les valeurs mondiales hors valeurs émergentes, est en baisse de 6%. Frédéric Rosier, les marchés, on va où? Déjà, on revient quasiment au niveau d'avant invasion. Qui l'aurait parié alors qu'il n'y a rien de résolu donc c'est assez étonnant. Je pense qu'on est dans une phase, pour l'instant,
on peut pas imaginer, en tout cas moi j'imagine pas 30 secondes qu'on puisse revenir à l'équilibre par exemple. Je pense qu'on est dans une phase encore d'incertitude. Faut bien se rendre compte aussi d'une chose, c'est que les analystes aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu les publications, peu de gens ont révisé à la baisse leur anticipation sur l'année. Peu de gens. Des résultats. Des résultats. Je trouve que, alors aussi parce qu'il y a un manque d'informations. Aujourd'hui, on n'a pas les données suffisantes pour savoir quel va être l'impact sur les entreprises de la rupture de la supply chain notamment. Par exemple, l'exemple de l'automobile est parlant. Il y a quand même une rupture assez incroyable lorsqu'on a le problème, par exemple, des semi-conducteurs qu'on avait depuis déjà plus d'un an sur le secteur automobile, des faisceaux électriques qui viennent essentiellement d'Ukraine, de Russie. Les matières premières, l'aluminium et autres, ça fait quand même énormément de pression. Et S&P a publié aujourd'hui encore sur le marché automobile. On va se retrouver, il va nous manquer globalement par rapport à la trajectoire, quasiment 10 millions de véhicules par rapport à ce qu'on aurait pu attendre sur 2022. Donc c'est un manque sensible et je pense qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui n'ont pas encore suffisamment corrigé par rapport au manque de visibilité qu'on a sur le marché en globalité. Donc vous n'êtes pas très positif. Alors là, je veux dire que sur 3 mois, je pense que je ne vois pas de raison objective à ce que le marché progresse. Après, on verra, ça sera une autre histoire. Mais en tout cas, si on se focalise surtout sur l'Europe, j'ai du mal à imaginer, à projeter les marchés européens haussiers, honnêtement, dans les 3 mois. Et les marchés américains ? Les marchés américains, c'est autre chose. Il y a cette dynamique qui est relativement forte. Il y a aussi un phénomène de flux qui est colossal aujourd'hui. Parce que vous imaginez un investisseur américain, comment peut-il, 30 secondes, imaginer investir en Europe ? Déjà, il a du mal à situer l'Ukraine sur une carte. Pour lui, il y a la guerre en Europe. Donc, il y a des flux qui étaient plutôt venus sur l'Europe, alimentant un peu les marchés parce que c'était le marché le plus attractif en termes de multiples. Donc pour un investisseur américain, c'était assez tentant de venir. Là, il y a un risque géopolitique qui vient se greffer dessus. Donc on a eu un reflux sur les marchés américains. Donc je pense que on va pas avoir tout de suite des investissements, notamment anglo-saxons américains, sur le marché européen. Donc on peut avoir des marchés européens assez létals et des marchés américains qui se comportent relativement bien pendant cette période. Alice ? C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour vous, mais pas pour tout le monde. Ça me dérange pas. Non, c'est sûr que évidemment, puis même pour, ce que tu dis est juste. Et en plus, il y a le sujet aussi de l'Asie, c'est-à-dire qu'en fait, concernant les flux, il y a eu énormément de flux sortants des investisseurs. D'ailleurs, la Chine a quand même beaucoup baissé. Alors là, on a eu quelques jours incroyables. Vous avez vu la remontée incroyable des Alibaba, des différentes sociétés chinoises, plus 30, plus 40, plus 50% en un jour pour des sociétés. Alors évidemment, Alibaba était au tapis. D'ailleurs, c'était plutôt un très bon point d'entrée, semble-t-il. Donc il y a eu ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire qu'en fait tous ceux qui avaient shorté énormément le marché, vendus à découvert, se sont retrouvés obligés de racheter vite leur position. Et donc peut-être qu'ils se sont, ce que je veux dire, c'est que chat échaudé craint l'eau froide. Donc d'une certaine manière, peut-être qu'il y aura moins d'appui fort sur le marché à la baisse, parce que justement il y a donc un marché étal, comme le disait un peu. C'est possible. Après, sur les États-Unis, quand même, en tout cas, si on devait choisir une zone géographique dans laquelle investir, en termes de gestion du risque, l'idée c'est de faire de la performance mais de maîtriser le risque, à part le marché américain, aujourd'hui je ne vois pas d'autres solutions. Qu'est-ce que c'est pas neutre sur le taux de change. Non, évidemment. Évidemment, énorme impact sur le change. On le voit, on voit quand même le dollar contre le yen qui a pris 10%, on voit l'euro qui a baissé de 8%. Est-ce que c'est une victoire par chaos quand même avec cette crise en Ukraine des États-Unis ? On sort de là, on rigolait un peu des États-Unis il y a un an et demi, et là on a l'impression que c'est, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans les années 80. C'est vrai qu'on se disait, voilà, ils ont vraiment de l'inflation salaire. Nous, c'est vrai qu'on en a, mais ça va, c'est contenu, on va s'en sortir, on pourra sortir de la politique accommodante bien après. Et finalement, on a des fondamentaux qui sont robustes et on n'a pas le problème énergétique qui se pose. Donc voilà, ça va. En plus, on est assez avancé sur la transition écologique. Donc c'est vrai qu'on avait un côté, on a moins repris, on a moins baissé aussi qu'eux. On s'en souvient, pendant les débuts de la crise, on parlait des chiffres américains. Donc oui, on peut le dire, mais même s'ils ont quand même cette inflation salaire qui est quand même très, très important sur leur marché interne. Mais oui, on peut le dire aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça, ce que dit Emmanuel, on le ressent sur, évidemment, les cours de change. Ce qui était très frappant, c'est que pendant la crise du Covid, les cours de change n'ont pas bougé. Alors qu'on voit très bien, là, que les cours de change sont... Oui, parce que la crise Covid, c'était une crise qui frappait tout le monde de la même uniformément, finalement. Voilà. Alors que là, on a eu un choc qui est très asymétrique. Allez, on va parler quand même d'un sujet. Alors là, c'est vraiment la question que j'ai le plus de gens autour de moi me dire comment on investit en période d'inflation. Et donc, comme je ne sais pas leur répondre, je vais demander à nos gérants.
Ouais, c'est quand même une sale journée parce que imaginons quand même que l'inflation persiste. Quelles sont, Frédéric, les classes d'actifs et les valeurs qu'il faut privilégier dans ce scénario? Quand on se dit, bon, imaginons, on entend ce qui vient d'être dit, on va pas avoir une inflation galopante longtemps. Imaginons qu'on va avoir une inflation, simplement au lieu d'être à 0 plus ou 1% ou 2%, elle va être à 3,5, 4. Enfin, je dis ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, bon, là on a des historiques, historiques des années 70 et autres. Il y a des secteurs qui performent très très bien, même. Donc, on va retrouver les matières premières tout naturellement qui ont tendance à bien surperformer. Vous avez la distribution aussi qui est capable de surperformer. Toutes les sociétés qui ont ce qu'on appelle un pricing power sont capables de translater cette inflation jusqu'au consommateur. Ça, c'est des secteurs qui réagissent plutôt bien. D'autres secteurs, par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'automobile, ont tendance quand même plutôt à souffrir dans ce contexte-là. L'immobilier aussi a tendance à souffrir. Alors pourquoi l'immobilier? Parce qu'au contraire... Non, parce qu'on est dans un contexte de remontée de taux. Si vous voulez. Mais on dit que l'immobilier, c'est un rempart. C'est un très bon rempart. C'est un rempart sur les... Oui, alors, mais attention, on parle du côté. Je ne parle pas de l'évolution de... Ok. Donc voilà, et il faut faire attention aussi sur les multiples de valorisation. Et c'est quelque chose qui a été assez significatif sur la période récente. Je vais prendre l'exemple de la plus forte baisse, qui était la plus forte baisse sur le marché il y a encore 15 jours, c'était Hermès. Hermès, c'est quand même l'entreprise française qui a la plus forte visibilité, très bien gérée. Sur les 20 dernières années, les multiples de valorisation d'Hermès, c'était 35 à 40 fois les bénéfices. Okay. C'était relativement stable. Injection de liquidité, cette monnaie circulante a gonflé les multiples. Et on est passé de 40 fois historiquement à 70 fois. Ouais, à 70 fois les bénéfices. Ce qui se passe avec les anticipations de remontée de taux et d'inflation, on a une contraction, ce qu'on appelle la contraction des multiples. Et là, tout naturellement, Hermès revient à sa tendance normalisée, qui est plutôt aux alentours, allez, on va dire haut de cycle, 40, 45 fois. C'est exactement ce qui s'est passé. Et vous regardez un peu, Alice a du Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, les résultats sont bons, l'entreprise est magnifiquement gérée, c'est la plus belle entreprise technologique en Europe, je pense, et largement. Mais il y a une contraction des cours qui s'est fait juste sur la contraction des multiples, parce que Dassault Systèmes, on a vu quasiment 20% au-dessus de sa valorisation historique. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire attention aux multiples de valorisation quand on investit dans un contexte d'inflation. Alors vous êtes prêts? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On sort du livret A. On arrête de placer son argent. Non mais c'est hyper important de le dire aux gens. Vous perdez du pouvoir d'achat en laissant votre argent sur le livret A, parce qu'enfin les prix augmentent de tout ce que vous achetez tous les jours, et par contre votre épargne augmente pas de manière aussi importante. Si je peux me permettre, il y a pire que le livret A. Ah bah oui. Non mais bien sûr. Non, pire que le livret A, c'est le compte courant. Oui. Alors bon, ok. Mais c'est un des premiers placements des Français. Il y a énormément. C'est pas un placement. Voilà. Alors, bon. est-ce que c'est un vrai débat? Parce que dans un monde où les taux sont négatifs, avoir 0% sur un compte, c'est un placement. Alors, oui, donc on enlève l'argent de son compte courant. 2, on l'enlève du livret A. Et où est-ce qu'on met cet argent? Alors, vous allez être surpris, mais moi je dis, il y a de l'inflation, il faut acheter un peu de Bitcoin. Et maintenant, le Bitcoin, vous pouvez l'acheter grâce à des actifs financiers qui sont faciles à acheter, que vous pouvez acheter même dans certains contrats d'assurance vie et qui répliquent la performance du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'à la différence des autres monnaies comme le dollar et l'euro, le Bitcoin a un univers fini. En 2023, vous aurez eu 21 millions de bitcoins qui auront été frappés, et pas un de plus, pas un de moins. Et c'est un bon rempart contre l'inflation. Premièrement, le bitcoin. Deuxièmement, la santé. C'est l'or du 21e siècle. Et on parlera du mot, parce que je ne vais pas spoiler non plus, mais... Ouais. Voilà. Deuxièmement, la santé, un des rares secteurs d'activité qui n'est pas sujet à l'inflation, très peu, légèrement sur le matériel médical, légèrement sur les hôpitaux parce qu'il y a l'inflation par les salaires, surtout aux États-Unis, mais c'est un très bon rempart à la santé. Troisièmement, vous faites un meeting politique. Non, mais elle a raison, c'est la santé. Votez pour moi. Moi, je vote pour vous. Alice, je vote pour vous. Oui, votez pour moi. Je ne suis pas présentée encore. On le fera ensemble peut-être. Troisièmement, évidemment, les matières premières. Quatrièmement, l'immobilier liquide, les SCPI, les OPCI, enfin ça dépend comment c'est géré. En tout cas, la pierre papier, vous en mettez plus que dans votre pierre. C'est-à-dire que c'est plus facile, en tout cas quand vous devez déplacer des flux, le temps d'acheter un immeuble ou un appartement et puis d'organiser, alors que là vous achetez des parts de pierre papier et surtout vous ne laissez pas votre argent sur le compte courant, vous ne laissez pas, s'il vous plaît, votre argent dans les livrets A. Vous avez compris? Emmanuel, c'est mais moi je suis tous ces conseils précisément. Non, j'ai tout ça moi déjà.
Allez, on passe au mot de la semaine. Quel est le mot de la semaine pour vous? Moi, c'était un plan de plus. On en a parlé un petit peu avant, parce que c'est vrai que depuis 2 ans, on a eu les plans de relance, les plans de soutien. Donc là, le plan de résilience, c'est comme ce mot est cher. Donc c'est vrai qu'un plan de plus, 26 milliards d'euros donc, pour aider en effet les entreprises, les secteurs les plus touchés, les ménages avec la hausse de l'essence. Alors pourquoi pas? Et c'est vrai qu'il ne faut pas casser cette reprise. La difficulté, je trouve, c'est que c'est toujours le problème de l'anticipation et qu'on aura vraiment cette hausse de l'énergie maintenant qui est structurelle, parce qu'une fois qu'on aura peut-être le pétrole, le gaz derrière nous, on aura l'électricité, en tout cas on aura d'autres hausses parce qu'on aura cette transition écologique. Et ça, c'est vrai qu'on sent que c'est pas beaucoup anticipé, même dans la campagne et sur les aspects écologiques, il y a plutôt l'idée toujours on subit, on n'anticipe pas, et on ne pourra pas passer notre temps aussi à faire des chèques. Et l'autre question, c'est vraiment la question des inégalités, puisque en effet, vous allez vraiment avoir une catégorie de ménages qui va vraiment avoir la double peine et qui peut vraiment sortir et avoir vraiment des pertes de pouvoir d'achat très significatives si les aides ne sont pas concentrées et plus ciblées. Et je rajouterai un autre problème, c'est le problème de l'accoutumance. C'est-à-dire qu'à partir du moment, à chaque fois qu'il se passe un truc, on fait un plan de soutien, comme il va se passer d'autres trucs de toute façon, à chaque fois, il va falloir qu'on dégaine un plan. Frédéric, je vais changer de mot. Allez-y. Je vais changer de mot. Je parlais opportuniste. J'hésitais entre Jacques Dutronc et opportuniste. C'est le mouvement à 180 degrés de l'Allemagne. Quand même, sur des énergies, sur le mouvement sur l'énergie, sur l'armement, qui veut dire aussi qu'il y a une modification assez significative de phase d'investissement public en Allemagne. Il y a pas si les moyens de le financer. Et les moyens de eux, ils ont les moyens de le financer. Donc là, vous parlez bien sûr d'une liaison, par exemple pour le gaz sur la Norvège. En ce moment, les Allemands qui roulent en véhicules électriques sont alimentés par du charbon quand même, il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est des véhicules qu'aujourd'hui qui polluent 10 fois, 20 fois, 30 fois plus que n'importe quel véhicule diesel en France. Donc ça veut dire qu'on aura forcément un mouvement notamment sur les thématiques d'investissement, l'armement, c'est aussi malheureusement une thématique qui va revenir. On a vu hier par exemple un fabricant de drones kamikaze bondir en bourse parce que les Américains veulent livrer ce type de drones aux armées ukrainiennes, mais on a vu des bonds assez importants des entreprises d'armement en Allemagne et Thales par exemple en France qui a fait un bond de quasiment 50% à partir du début des hostilités en Ukraine. Merci. Alice, il faudra être plus rapide. Le mot du jour ? Oui. Le métaverse. Je vais essayer d'être rapide, mais imaginez, vous mettez un casque de réalité virtuelle, ou vous mettez des lunettes, ou vous mettez maintenant une lentille qui a été primée au CES en janvier à Las Vegas, et vous entrez dans un nouveau monde avec votre propre avatar que vous allez créer, construire, et cet avatar va pour vous, d'où que vous soyez, aller travailler, se divertir, consommer, gagner de l'argent pour vous, parce que en tant que consommateur, vous serez rémunéré, vous allez pouvoir faire plein de choses, et c'est la version 3.0 d'Internet, c'est ce qui est en train de se préparer. Les marques investissent, on estime, à 40% par an la croissance attendue du marché du métaverse d'ici les 20 prochaines années. Préparez-vous, le monde est en marche. Mais elle est très en forme. Non, mais elle a des slogans. C'est quand même un truc. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Mais alors là, je vous ai jamais vu comme ça. Non. Emmanuel, le mot de la semaine. Moi, Alice, je la suivrai partout dans le métaverse. Je suis pas sûr. Sur vos placements, sur vos choix, etc. Il y a tellement de choses. Pouvoir d'achat, c'était pour saluer le travail quand même remarquable de l'OFCE qui a utilisé tout un tas de nouvelles méthodes pour essayer de mesurer l'évolution du pouvoir d'achat et qui montre qu'effectivement le bilan d'Emmanuel Macron en matière de pouvoir d'achat est meilleur que celui de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. Mais attention, c'est quand même du pouvoir d'achat à crédit. Rappelons-le. Donc c'est quand même un pouvoir d'achat un peu en trompe-l'œil. Et puis juste, je rajoute un truc parce que ça me frappe par rapport à ce qui a été dit. C'est vraiment le retour de la quantité sur la qualité. C'est-à-dire que on s'est préoccupé pendant toutes ces dernières années de faire mieux, d'augmenter la qualité sur l'énergie. Là aujourd'hui, on revient dans le bas de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les quantités, les gars. Est-ce qu'on va avoir ce qu'il faut en matière d'énergie, de matières premières, d'alimentation, etc. On retrouve ce souci de la quantité. Et ça, c'est quand même un retour au XXe siècle. C'est-à-dire qu'en gros, on pensait quand même qu'on était débarrassé des épidémies parce que la science nous permettrait, on n'est pas débarrassé des épidémies, et on pensait qu'on n'aurait plus la guerre, et on a la guerre. Et psychologiquement, c'est en l'espace de 2 ans, je pense que c'est un choc quand même absolument considérable dans notre imaginaire occidental. De quoi filer, se réfugier dans le métaverse, effectivement, où il n'y a peut-être pas tout ça.